psychiatrique. Parce que, Madame la rapporteure Liso, nous n'avons pas pu vous répondre mercredi soir à minuit moins 3 sur les propos que vous avez eus par rapport au consentement. Lorsque l'on fait l'objet de soins psychiatriques, c'est de nature à mettre en doute la capacité de discernement et donc la fiabilité du consentement. Or, Madame la rapporteure, vous avez dit mercredi soir à 23h55 que, à aucun moment, je vous cite, à aucun moment, nous ne demandons le consentement de la personne. Je ferme les guillemets, ce sont vos propos. Alors, soit nous adoptons un amendement de cette nature, soit, Madame la rapporteure, il faut que vous répondiez. Et il faut, pardon, mais à minima, nous rassurer. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. Madame la rapporteure. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Benz, puisque vous revenez à mes propos de mercredi soir, c'était en réponse à un amendement de monsieur Delépinot qui disait, et je crois que c'était pour des questions administratives, si mes souvenirs sont exacts, qu'on ne pouvait pas, dans certains cas, demander le consentement à la personne. Et j'ai juste souligné le fait qu'à aucun moment, on ne demande à la personne, c'est elle qui fait la demande. Et c'était dans ce cadre-là. Donc jusqu'à présent, monsieur Benz, on a toujours été l'un et l'autre très clairs et très honnêtes dans nos propos. Donc, Vous demandez donc au médecin de se substituer au juge des tutelles. Je vous rappelle que la tutelle est une mesure de protection judiciaire ordonnée par un juge. Elle a pour but de protéger une personne dont l'altération des facultés mentales ou corporelles est constatée médicalement. Je répète, dont l'altération des facultés mentales est constatée médicalement. Comment un majeur sous tutelle peut-il être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée si ses facultés mentales sont altérées? Et comment un médecin peut-il évaluer cette aptitude alors que l'on parle d'une demande de mort, c'est-à-dire d'un acte irréversible? Avec cet article, vous présumez qu'un majeur sous tutelle, à qui l'on interdit d'effectuer de multiples actes de gestion courante, comme par exemple la souscription d'un crédit, serait apte à demander d'être euthanasié. Collègues de gauche, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de voter? Monsieur le rapporteur, où est le juge des tutelles dans cette proposition de loi? Rien, absolument rien ne confère au médecin une expertise particulière pour apprécier l'aptitude d'un majeur protégé à exprimer une volonté libre et éclairée. Rien dans cet article ni dans le suivant ne protège les majeurs protégés contre le risque d'abus de faiblesse. C'est encore la démonstration que cette proposition de loi sur la légalisation de l'euthanasie n'est pas une loi de liberté ni de fraternité, mais une loi d'abandon et d'éviction des personnes les plus vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la députée. La parole. Merci Madame la Présidente, il est défendu. Je me permets de répondre à Madame la Ministre. Merci pour les éléments que vous m'avez fournis, qui ne répondent pas à la question que je vous ai posée. Je vous la repose autrement, encore plus simplement, je pourrais difficilement faire mieux. Y a-t-il, au moment où nous parlons, ne serait-ce qu'un Français, un patient en fin de vie qui demande des soins palliatifs et qui n'y a pas accès? Oui ou non? Je vous remercie. Merci, Monsieur Benz. Pour le 901, défendu. Madame la rapporteure. Défavorable. Madame la ministre, défavorable également. Donc, je mets aux voix ces amendements. Pardon. Madame Vidal. Merci, c'est pas mon rôle, mais je vais me permettre de répondre à mon collègue, puisque ça a été dit et redit quand nous avons traité des soins palliatifs et que nous avons mis en place la stratégie décennale, et c'est écrit partout sur les documents. Quand nous avons commencé à mettre en place cette stratégie décennale, c'est-à-dire il y a 2 ans, il y avait un Français, un patient sur 2 dont l'état de santé requiert une prise en charge palliative qui n'avait pas accès aux soins palliatifs. Nous avons un peu progressé puisque ça a 2 ans, la stratégie décennale, mais nous ne sommes pas à 100%. Merci Madame la Présidente. C'est quand même, je trouve, assez grave d'entendre de tels propos. Vous avez précédemment, dans les amendements qui ont été défendus, voulu exclure des personnes qui souffrent du trouble du spectre de l'autisme, des personnes qui seraient bipolaires, des personnes qui souffrent de la maladie de Charcot, en disant que toutes ces personnes qui sont malades manqueraient de discernement. Mais je vous rappelle que ces personnes, elles travaillent
En fait, ce sont des personnes qui travaillent et donc qui ne manquent pas de discernement. Elles sont juste effectivement en souffrance avec une maladie qui, à son terme, les empêche évidemment de vivre dignement. Et donc là, finalement, vous allez encore plus loin, puisqu'on ne parle plus de personnes qui ont des maladies, on parle de personnes qui sont juste incarcérées. Et donc le principe même de la prison, peut-être reproder les fondamentaux de notre République et de notre Constitution, c'est de priver de liberté parce que la personne a commis une infraction et donc elle a été jugée et condamnée, mais pas de la priver de ses droits humains. Donc si une personne malade est incarcérée, est en prison, comme l'a dit par ailleurs la rapporteure, bien évidemment qu'en général elle est déjà prise en charge, elle est déjà hospitalisée, mais à quel moment, dans quel monde vous vivez pour vouloir priver les personnes incarcérées de droits humains et de lui imposer d'éternelles souffrances? C'est abominable d'entendre des choses pareilles et je crois qu'en fait on est là pour protéger les plus vulnérables et pas pour les priver de tous leurs droits. Merci beaucoup, Madame Gruet. Merci Madame la Présidente. Cet amendement, il pose une question simple. Peut-on organiser une procédure de fin de vie sans même prévoir l'information des proches qui accompagnent la personne concernée? Le texte prévoit que certaines informations soient délivrées aux patients, mais il ne garantit nullement que la personne de confiance ou les membres de la famille puissent être associés à cette démarche lorsqu'ils le souhaitent. Pourtant, ce sont eux qui partagent souvent les derniers moments, qui soutiennent la personne malade, qui l'accompagnent dans l'épreuve et qui devront ensuite vivre avec les conséquences de cette décision. Donc nous ne pouvons pas ignorer la souffrance que peut provoquer pour des enfants, un conjoint ou des proches, la découverte tardive ou brutale d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Une société humaine protège les personnes vulnérables, mais elle protège également les liens familiaux et proches aidants. Cet amendement ne retire en aucun droit au patient, il ne remet pas en cause sa liberté de décision, simplement éviter que des familles soient tenues à l'écart d'un choix aussi grave et aussi définitif. Merci, Madame la députée. Quel est l'avis de la Commission ? Merci Madame la Présidente. Sur l'information, rien n'empêche dans le texte actuel que la personne elle communique ces informations à des proches ou personnes de confiance ou se fasse accompagner par ces derniers. En revanche, c'est une décision personnelle. L'obligation d'information de ces tiers me paraît délétère. Donc dans tous les cas, défavorable. Je vous remercie. Pour le gouvernement, Madame la Ministre. Je reprends ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire en toute tranquillité en faisant référence à l'abolition de la peine capitale. Il y avait des questions fondamentales, mais il y avait aussi des questions de réalisme. Il y avait les risques d'une erreur judiciaire. Nous ne pouvons pas nous permettre, par rapport à des personnes vulnérables, majeures, protégées, de commettre le moindre risque que des personnes qui soient sous influence ou qui ne soient pas libres de leur discernement puissent être victimes d'une décision qui leur échappe. Donc cette question-là ne souffre pas la remise à un décret à la Saint-Glinglin. Elle doit clairement être adossée à la rédaction de la loi, comme Thibault Bazin, comme Yannick Monet, donc sur des rangs très larges. La protection des vulnérables doit rester la boussole de nos délibérations. Merci beaucoup, Monsieur le député. Monsieur Turquois. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais réagir. C'est la deuxième fois que notre collègue, il l'avait fait avant-hier, fait une comparaison avec la réflexion sur la peine de mort. C'est scandaleux. C'est scandaleux de faire ce petit glissement. Je suis outré. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'humanité à un moment donné et s'éviter ce genre de choses? Vous avez tout à fait le droit d'être contre, mais cette comparaison est insupportable. Ce côté insidieux est insupportable. Je tenais à le dire. Merci beaucoup, Monsieur le député. Paulet. Merci Madame la Présidente. Cet amendement propose la suppression de l'article 6 pour plusieurs raisons. Cette procédure cumule de nombreux problèmes. Une collégialité au rabais, sans l'avis motivé qu'exige pourtant la loi Claes-Leonetti, aucun avis psychologique systématique, un délai de réflexion réduit à 2 jours quand une volonté de mourir peut changer en quelques heures. Mais il y a un point sur lequel je souhaite particulièrement m'arrêter. Dans notre droit, une personne sous tutelle ne peut pas vendre seule son appartement. Il faut l'autorisation d'un juge. Parce que la loi la juge trop vulnérable pour disposer seule de ses biens. C'est l'article 426 du Code civil. Mais ce texte, cette même personne serait autorisée à se suicider sous le regard bienveillant de l'État. La protection mise en avant dans ce texte n'en est absolument pas une. C'est au malade de déclarer lui-même qu'il est sous tutelle. Le tuteur n'a
Le tuteur n'a que quelques jours pour réagir et le registre qui permettrait de le vérifier n'existera pas avant 2028. Cette procédure n'est pas amendable en l'état, elle doit donc être supprimée. Merci beaucoup, Madame la députée. Monsieur... Oui, la justification d'un autre soignant qui ne connaît pas le patient, d'un autre auxiliaire et tout, a peu de sens. C'est d'un autre médecin. Dès lors qu'il aurait une obligation d'examen, ça paraît tellement évident. Enfin, cette phrase restera quand même dans l'histoire. L'examen doit être obligatoire, sauf s'il ne le souhaite pas. C'est un peu stupéfiant. Mais un médecin, on peut comprendre qu'il y ait une double avis, mais aller chercher un auxiliaire de santé qui ne connaît pas le patient, mais au nom de quoi? De son opinion personnelle? De son expérience de vie? De quoi? Il n'a pas fait les mêmes serments, les mêmes engagements qu'un médecin. C'est vraiment pas solide. Donc il n'a pas sa place dans cette procédure. Merci beaucoup, monsieur le député. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure? Merci, madame la présidente. Nous avons tenu, vous le savez, à conserver cette rédaction dans le cas où les soignants qui interviennent dans le traitement de la personne feraient tous valoir leur clause de conscience. Et donc, il est important de prévoir ce cas de figure pour ne pas entraver l'accès à l'aide à mourir pour la personne et pour que chaque soignant soit libre de participer ou non à une procédure. Défavorable. Merci beaucoup. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre? Oui, merci madame la présidente. Cet amendement avait été effectivement ajouté en première lecture suite effectivement à une députée qui était elle-même aide-soignante et qui souhaitait effectivement qu'on prenne en compte monsieur Potier. Oui, merci Madame la Présidente. Effectivement, la question est importante et la réponse va être très claire, Monsieur Potier. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou les personnes effectivement majeures protégées sont concernées et ne sont pas exclues de ce droit à l'aide à mourir. Je l'ai dit tout à l'heure et ça avait été repris par Madame Vidal. Effectivement, c'est un droit universel qui permet aujourd'hui à toute personne de pouvoir avoir accès à l'aide à mourir, sous évidemment respect des 5 conditions qui sont posées à l'article 4, que vous connaissez maintenant parfaitement, avec effectivement notamment la 5e condition qui est cette volonté libre et éclairée, mais aussi le fait d'avoir une maladie grave et incurable, avec un prothèse vital engagé, etc., et avec des souffrances qui soient effectivement insupportables ou réfractaires. Mais effectivement, en tant que ministre des personnes handicap, je le revendique, ce sont des personnes aujourd'hui qui demandent leur pleine autonomie, leur pleine capacité à décider et qui aujourd'hui ont accès à la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Et donc effectivement, elles auront la possibilité, comme tout citoyen, de pouvoir avoir accès à cette aide à mourir sous réserve de respecter les 5 conditions qui sont posées à l'article 4, dans le cadre d'une procédure qui est parfaitement encadrée, avec une procédure avec des garanties, des conditions qui sont précisément déterminées, une procédure qu'on est en train effectivement de voter, que vous êtes en train de voter. Avis évidemment défavorable. Merci, Président. Je vais poser une question à la ministre et au rapporteur, parce que, pour être sûr que je comprends bien le texte, effectivement, le délai de 15 jours qui est donné au médecin, c'est un délai dans lequel il doit statuer. Il pourrait statuer très rapidement, c'est-à-dire on pourrait se dire en 1 jour ou 2, il statue. Ensuite, il y a un deuxième délai, qui est le délai de réflexion, qui celui-là est incompressible, qui est de 2 jours. Donc on peut très bien se retrouver dans des situations, en réalité, où en 3-4 jours, l'ensemble de la procédure est expédié. Je veux être sûr d'avoir bien compris, parce que voilà, je pense que c'est important là aussi que ces choses soient claires. Le délai de 15 jours donné au médecin, c'est un délai maximum. Le médecin peut décider en 24 ou 48 heures. Ensuite, il y a un délai incompressible de 2 jours. Oui, celui-là, il est très clair dans le texte. Mais si je fais une soustraction, on peut avoir des cas, en fait, où en 3-4 jours, le début de la procédure a commencé, et ensuite, l'aide à mourir, donc l'euthanasie ou le suicide assisté, aura été administrée. Donc, est-ce qu'il y a bien des cas où, en réalité, ça pourra être fait en 3 ou 4 jours? Merci beaucoup, monsieur le député. Monsieur le rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, oui, sur le papier, oui, mais vous savez comment ça se passe? Alors cette proposition de loi légalisant l'euthanasie est la plus permissive du monde et il suffit de s'en convaincre de décoder cet article 7. Tout d'abord, avec cet article, vous confirmez, chers collègues, que tous les malades éligibles et qui font l'objet d'une décision favorable du médecin pourront théoriquement être euthanasiés après un délai de seulement 48 heures. 48 heures. Je vous rappelle qu'en matière de droit commercial, un achat à distance, c'est 14 jours pour changer d'avis. Vous proposez 48 heures pour décider de mourir. En Espagne, le délai de réflexion est de 1 mois. En Oregon, 15 jours. En Australie, 10 jours.
Instaurer un délai de réflexion suffisant, c'est protéger le patient contre les abus de faiblesse, contre les incitations au suicide et contre l'intensité variable de la douleur avant une prise en charge effective en soins palliatifs. C'est un principe de fraternité dont vous privez les personnes les plus faibles. Mais il est encore plus grave dans cet article 7. Vous actez que l'acte létal sera pratiqué au domicile ou dans n'importe quel établissement de santé du choix du patient, c'est-à-dire aussi dans les unités de soins palliatifs. En l'absence d'une clause de conscience d'établissement, vous imposez donc l'euthanasie ou le suicide assisté chez ceux qui se battent pour supprimer la souffrance et non la vie. Rendez-vous compte, chers collègues, vous allez par exemple imposer l'euthanasie chez les Petites Sœurs des Pauvres, une congrégation de sœurs catholiques qui accueille et accompagne près de 2000 personnes âgées sans ressources jusqu'au terme naturel de leur vie. Vous violez leur caractère propre, vous violez leur liberté religieuse et leur liberté de conscience, et vous leur demandez ni plus ni moins de renoncer à ce qui fonde leur vocation. Chers collègues, quand allez-vous enfin comprendre que votre loi viole allègrement non seulement nos valeurs de civilisation, mais aussi des principes constitutionnels élémentaires? Alors de grâce, ouvrez les yeux sur ce que vous êtes en train de voter. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole... Là, on est un petit peu en absurdie. Parce qu'on a en fait deux situations. La personne n'a pas accès aux soins palliatifs. Et c'est un scandale républicain total, puisque un Français sur deux est placé dans une situation d'inégalité réelle, absolue, qui va déterminer si ses souffrances seront prises en charge ou non. Mais il y a une autre hypothèse où la personne a accès aux soins palliatifs. Elle a engagé une procédure. On sait par l'expérience qu'au bout de quelques jours, 90 à 99% des demandes de mourir s'effacent dès lors que la question de l'affect, la question de la prise en charge de la douleur, la question de l'environnement, la question des soignants, de leur permanence, de leur engagement, de leur dévouement, change la donne et redonne le goût de poursuivre sa vie jusqu'au bout. Dès lors, on a des délais de 2 jours qui sont totalement anachroniques avec la réalité. Quiconque a parlé avec un médecin référent dans un EHPAD, quiconque a pris le temps d'écouter pour de vrai, non pas les bataillons idéologiques qui nous ont en permanence essayé de convaincre que c'était une loi humaniste, mais qui ont écouté les humanistes qui, engagés au quotidien, nuit et jour auprès des patients, les accompagnent dans la douleur et contre la perte de sens, eh bien ces personnes-là nous disent qu'on peut changer d'avis et qu'heureusement, l'amour, les soins, l'engagement, la solidarité changent la donne dans la vie. Et ce temps-là, au minimum, notre devoir de législateur, c'est de le laisser aux patients concernés. Je vous remercie, monsieur. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne veux pas du tout ralentir inutilement le débat, loin de là. En revanche, cher collègue Rousset, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous venez de dire à l'instant. Vous nous dites que les patients seront de toute façon pris en charge dans une structure. Alors, ce que je vais faire, chers collègues, je ne sais pas ou plus de quel département vous êtes, mais je vais formuler ici, devant témoins, une invitation. Je vais vous inviter en Haute-Marne, dans mon département, de quasiment 180 000 habitants. Venez, je vous invite, sérieusement, en Haute-Marne, on va aller visiter les structures, les services concrets de soins palliatifs. Ce sera rapide, il n'y en a pas. Donc, chers collègues, vous ne pouvez pas dire aux Français qu'il y a des structures que, quoi qu'il arrive, les patients seront pris en charge parce qu'il y a je vous rappelle, il y a 200 000 Français par an qui meurent, qui ont demandé les soins palliatifs et qui n'y ont pas eu accès. Pardon, c'est concret, il faut dire la vérité. Merci beaucoup. Madame la Présidente, cet amendement ne demande qu'une chose, qu'avant de proposer la mort, nous ayons le devoir de proposer les soins palliatifs. Lorsqu'une personne dit « je n'en peux plus », demande-t-elle vraiment à mourir ? Ou demande-t-elle que sa douleur soit apaisée, que sa peur soit entendue, que sa solitude soit enfin rompue ? Une civilisation digne de ce nom ne répond pas à la souffrance en supprimant celui qui souffre. Elle l'entoure, elle le soulage, elle l'accompagne, elle lui rappelle qu'il demeure un être humain jusqu'à son dernier souffle. Nous ne pouvons accepter qu'un homme ou une femme fasse le choix irréversible de sa mort sans avoir su qu'il existait encore une autre voie, celle de la présence, du soin et de la fraternité. Avant d'aider quelqu'un à mourir, ayons au moins la certitude d'avoir tout fait pour l'aider à vivre. Je vous remercie. Mais parallèlement, le médecin peut aussi faire sortir la personne accompagnante parce qu'elle intervient trop dans la consultation. Donc je pense qu'il faut que vous sachiez qu'une personne responsable et autonome dans sa décision répond au médecin de façon adaptée. Alors ayez confiance dans l'autonomie des personnes et dans la responsabilité des médecins. Merci beaucoup, Madame la députée.
Madame de Gorsuch. Mais moi, je pars du principe, merci Madame la Présidente, pardon. Je pars du principe que si une loi a besoin d'autant de garde-fous pour éviter les dérives, c'est peut-être qu'elle nous conduit déjà au bord du précipice. Merci. Je vous remercie. Je mets aux voix. Merci Madame la Présidente. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez me dire si à Mayotte ça va être le cas? Parce que je ne pense pas que ça va être le cas. Et c'est très important parce que depuis Paris, effectivement, il est facile d'affirmer qu'un patient peut être orienté vers un dispositif d'accompagnement, mais à Mayotte, cette promesse reste largement théorique. Donc un service situé à plusieurs milliers de kilomètres, nécessitant une évacuation sanitaire et l'éloignement de la famille, ne constitue pas une offre réellement accessible, et tout le monde le sait. Ce texte, il est conçu pour les territoires les mieux dotés, mais il oublie une nouvelle fois les Français d'outre-mer. C'est pour ça que l'amendement de Madame Bamana est très important. Parce que la République, elle ne peut prétendre garantir un consentement libre et éclairé lorsque l'accompagnement est inaccessible localement, tandis que l'administration du substance létale pourrait, elle, être organisée. Merci. Je vous remercie, Madame la députée. Je vais... Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais revenir sur Mayotte, Madame la Ministre. Oui, je suis un peu insistante, mais c'est quand même assez important parce que vous parlez effectivement de nous dire que ça fait partie de la loi donc sur les soins palliatifs. Je suis d'accord avec vous. Vous me parlez donc d'une unité peut-être prévue fin 2026. Hier, Madame la ministre de la Santé, elle nous a dit 2027. Bon, soit. Le tout, c'est qu'il y en ait une. Mais vous savez, aujourd'hui, actuellement, les hôpitaux sont même pas rénovés. Il n'y a rien, en fait. Alors, et les unités mobiles sur tous les territoires mahorais, quand on voit que les jeunes mahoraises ont un cancer du sein à partir de 20 ans, c'est quand même assez affolant. Ils n'ont même pas d'eau pour boire. Donc, moi, je suis affolée parce qu'on parle de liberté de choix de la personne. Il n'y a aucun souci. Chacun choisit s'il veut accéder à l'aide à mourir, s'il veut passer par les soins palliatifs, il n'y a pas de souci. Mais à Mayotte, ils n'auront pas le choix d'accéder à l'aide à mourir. Ils ne sont pas accompagnés. Et c'est dramatique. Merci, Madame la députée. Madame